Un nouveau bureau consensuel pour l'Assemblée nationale de 22 membres, 8 nouveaux visages. Le bureau a été adopté par 129 voix pour, 1 contre et 7 non-votants. Semaine nationale de la sécurité routière, un convoi en route depuis hier pour les villes de Ségou, Sens, Sévaré, Mopti et Nyono. Objectif, le port du casque, encore le port du casque et du respect du code de la route. Dernier tour des éliminatoires de la CAN Afrique du Sud 2013, les Aigles condamnés à la victoire demain face aux Zèbres du Botswana. Nous sommes vendredi 12 octobre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. La deuxième session ordinaire du Parlement de la CEDEAO vient de s'achever à Abuja, au Nigeria. Une session qui a été longuement consacrée à la situation politique et sécuritaire de notre pays. Au terme de la rencontre, une résolution a été faite invitant les chefs d'État à soutenir davantage notre pays pour une sortie rapide de crise. Et justement, une délégation qui a pris part à ces travaux a été reçue cet après-midi même ici à Bamako par le président de la République. Yaya Aïdara, chef de la délégation des parlementaires de la CEDEAO, est au micro de Bourama Traoré. Nous venons de finir la deuxième session ordinaire de ce Parlement à Abuja. Le président du Parlement, son Excellence Ike Ikweremadou, a profité de notre retour pour nous charger de porter un message au président de la République, le professeur Djamunda Traoré, contenant un mémorandum sur le renforcement des pouvoirs, des compétences du Parlement de la CEDEAO, dans l'objectif 2020 de la CEDEAO, c'est-à-dire le passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Il a été envisagé de renforcer les pouvoirs du Parlement pour en faire, à défaut d'un Parlement législatif, un Parlement de co-décision. Nous avons apporté aussi les résultats de nos travaux. Nous avons remis au président de la République par intérim le rapport du Parlement de la CEDEAO et une résolution qui a été votée à cet effet. La résolution invite les chefs d'État à persévérer dans la voie qu'ils ont tracée, c'est-à-dire le soutien au peuple malien, le soutien consistant non seulement à soutenir les autorités de transition dans le rétablissement de la démocratie, mais aussi à les soutenir dans la reconquête de notre territoire et dans la lutte contre les bandits, les narcotrafiquants et autres. Et invite le peuple malien à soutenir les forces en attente de la CEDEAO. Restons avec le président de la République, le professeur Djankunda Traoré a également reçu une délégation du FDR et du COREN. La délégation est venue rendre compte de la marche qu'elle a organisée hier jeudi pour soutenir une intervention étrangère au nord du Mali. La copie de la déclaration rendue publique à l'issue de la marche d'hier a été remise au président Djankunda Traoré. La déclaration s'intitule « L'appel au peuple malien ». Iban Ndiaye, le vice-président du Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République, sur la déclaration. Il est au micro de Mohamed Jara. Après le Premier ministre, donc, il nous revenait de venir trouver le président de la République pour le saluer et le féliciter pour l'initiative qu'il a prise. Initiative, donc, de dire aujourd'hui que nos forces armées qui ont la mission régalienne de reconquérir le Nord ont besoin donc de l'appui d'autres forces. C'est la position du FDR depuis le départ et nous nous réjouissons de cette évolution significative qui, nous savons, résulte des différents constats qui ont pu se faire durant les mois écoulés. Qu'on en vienne à cette conclusion et que le président de la République, chef de l'État, donc saisissent ces différentes instances, je pense que c'est une excellente chose. Notre devoir, c'est de les féliciter, comme on l'a fait pour le Premier ministre et son gouvernement. Le plus difficile reste encore à faire, et cela va demander beaucoup d'efforts. Il y a un effort qui ne coûte pas d'argent, parce que tout le monde pense que c'est ça qui va résoudre tous les problèmes. L'unité du Mali, cela dépend de nous, et cela ne coûte pas d'argent, mais cela
nécessite une volonté, une prise de conscience accrue. Et cette unité sacrée, c'est pour ça que le FDR travaille aujourd'hui, c'est pour ça que le Coran travaille aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous sommes mis ensemble. Nous sommes très heureux des propos que le président nous a tenus. Ce qu'il nous a dit, c'est cette nécessité aujourd'hui donc de créer les conditions psychologiques, matérielles, pour que le peuple uni, avec son armée, puisse affronter l'épreuve qui est la rencontre du Nord, qui demande un ensemble de choses. Et ce que nous avons retenu, c'est que le dialogue ne s'est jamais arrêté. Démarrage de la session plénière de l'Assemblée nationale, c'était sous la présidence de Younousi Touré. Le renouvellement du bureau des communications ont été les 2 points clés inscrits à l'ordre du jour. Un bureau consensuel de 22 membres a été mis sur pied, 129 voix pour, 1 contre, 0 abstention et 7 non-votants. Mahamadou Doumbia a suivi la séance plénière. Voici son compte-rendu. Cette séance plénière de l'Assemblée nationale avait 2 points inscrits à son ordre du jour. Il s'agit des renouvellements du bureau de l'Assemblée nationale, des commissions permanentes, de la commission des contrôles et d'un siège au Parlement de la CEDEAO. Et en deuxième point, les communications. Pour le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale en l'absence de Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, le premier vice-président de l'Assemblée nationale reste Younousi Touré à la tête d'un bureau de 21 membres. Ce nouveau bureau a été adopté par 129 voix pour, 1 contre, 0 abstention et 7 non-votants. Certes, le détail est nécessaire, cependant, il n'y a pas eu de grands changements. Assarid Ag Imbarkawan reste toujours deuxième vice-président. Amadao Silla, le troisième vice-président, est remplacé par Ousmane Ba. Baba Oumar Boré de l'IRD est remplacé par Kassim Tapo de l'ADEMA PACJ, qui devient 4e vice-président. Ousseni Guindo de la CODEM, 7e vice-président, remplace Mahamadou Habib Diallo du MPR. Philippe Keita de l'ADEMA PACJ remplace Oumar Marko du Parti Sadi comme 10e vice-président. Le premier et le second questeur restent inchangés. Ce sont Mahamadou Sissé de l'ADEMA PACJ et Moussa Sissé de l'IRD. Quant au secrétaire parlementaire, Ismaël Samake de l'ACM, 6e secrétaire parlementaire, est remplacé par Ousmane Bachili. Kissima Mangane, 7e secrétaire, est remplacé par Belkoba de l'ACM. Saran Sinaté de la CODEM, 9e secrétaire, est remplacé par Kissima Mangane du MPR. Et enfin, Lukman Tangara de l'ADEMA PSJ, 10e secrétaire parlementaire, remplace Mamadou Diawara du RPM. Au niveau du Parlement de la CEDEAO, le siège est attribué à Siaka Traoré de l'ADEMA PSJ à condition d'être approuvé suite à un vote. Oui, Mahamadou Doumbia, restons à l'Assemblée nationale où les commissions permanentes et celles chargées du contrôle de l'Assemblée ont été mises en place ce vendredi après midi. Pas de changement notoire au niveau de la présidence des 12 commissions que compte l'hémicycle. On note que Madame Touré, Safiatou Traoré de l'ACM remplace Khalifa Doumbia au niveau de la commission de la santé, du développement social et de la solidarité. Les députés ont procédé aussi à l'élection de Siaka Traoré comme représentant de l'Assemblée nationale au Parlement de la CEDEAO. Il remplace Al-Agabas Ag Intala, élu à Kidal et qui se trouve aujourd'hui dans les rangs des mouvements armés dans le nord du Mali. Il a été remplacé au cours d'un vote. D'autres députés rebelles ne sont plus reconnus par l'Assemblée nationale. Il s'agit de Mohamed Ag Intala, Ahmada Ag Bibi, Deiti Ag Lindoumi, Ibrahim Ag Mohamed Assalé et Saleh Ag Al-Bakaï. Les préparatifs et le suivi de l'application des recommandations de l'EID, l'EID c'est l'espace d'interpellation démocratique, étaient donc au centre d'une rencontre entre le médiateur de la République et la société civile. La journée a permis de comprendre la nouvelle vision que le médiateur a élaborée en vue de faire de l'EID un espace de référence en matière de protection et de promotion des droits humains. Journée suivie par Adama Jimde. L'organisation de l'espace d'interpellation démocratique EID est désormais confiée au bureau du médiateur. Cette nouvelle mesure est prise pour corriger certaines lacunes, entre autres. Le premier constat, c'est la lenteur, voire le défaut de réponse de l'administration aux recommandations et interpellations
La tenue annuelle des sessions qui ne permet pas une meilleure préparation de la session de l'EID, le manque d'un mécanisme de suivi de l'exécution des recommandations du jury. Le jury d'honneur a recommandé l'organisation de l'EID par une autorité indépendante. Justement, c'est pour partager cette information que le médiateur a invité les organisations de la société civile. Objectif, réfléchir sur les nouvelles orientations relatives à l'EID New Look. Dans cette démarche, le médiateur est tout à fait en phase avec ses partenaires. Watrade, en tant qu'organisation internationale de développement dans le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, apprécie cette démarche innovante et participative dans le cadre de l'organisation et le suivi des recommandations de l'EID nationale. Nous sommes de ceux et de celles qui partagent ces appréhensions légitimes. Car, après tant d'années de lutte et de combat pour l'égalité, il est souhaitable que l'EID soit enfin le parapluie des plus vulnérables. La présente rencontre a permis de comprendre les nouvelles orientations du médiateur liées à l'organisation de l'EID 2012. Le ministre de la Communication, Bruno Maïga, séjourne depuis hier à Sikasso. À la tête d'une forte délégation, le ministre a échangé sur les conditions de travail des hommes et femmes de médias. C'est ainsi qu'il a visité la dizaine de radios privées confessionnelles de la capitale du Kénédougou, occasion pour le ministre de la Communication de se faire une idée des équipements dont disposent ces structures, les difficultés auxquelles elles sont confrontées tant au niveau matériel, humain et bien entendu financier. Partout où il est passé, le ministre Bruno Maïga, on le voit sur ces images, a apporté un message d'encouragement et surtout du professionnalisme en ces moments difficiles pour notre pays. Des rencontres avec les hommes de presse et les responsables politico-administratifs de Sikasso figurent au programme de la visite du ministre de la Communication en 3e région. Autre ministre en déplacement à l'intérieur du pays, le ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité des personnes âgées a entamé une tournée en 4e et 3e région. Arrivé déjà à Ségou, Dr Mamadou Sidibé a procédé à la remise des clés de véhicules tout-terrain aux chefs de services locaux de développement social de l'économie solidaire de San, Barawili, Massina et Nyono. Coût total de plus de 50 millions de francs CFA financés par la coopération luxembourgeoise. À Nyono, le ministre est rendu où il a apporté un appui conséquent aux déplacés du Nord à travers des médicaments, de vivres et des moustiquaires imprégnés. Pour plus de précisions, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Aruna Diarra. L'occupation du septentrion malien par des djihadistes a occasionné le déplacement de 6 000 personnes vers le cercle de Nyono. Pour venir en aide à ces déplacés, le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées leur a offert des vivres, des médicaments et des kits scolaires. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, cette action s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de l'exclusion. Vraiment, nous sommes très satisfaits d'avoir les vivres, mais ce qui nous plaît, c'est d'avoir la paix dans les pays du Mali, pour que nous puissions retourner dans nos foyers. Et après tout ça, il est très bien d'avoir, mais il n'est pas bon aussi de demander toujours. Nous sommes vraiment très contents de cette donation, parce que ça nous a montré que vraiment, le gouvernement n'a pas oublié les familles d'accueil, en même temps des déplacés. Donc pour cela, nous demandons jusqu'à présent des efforts, que le gouvernement conjugue des efforts pour que la paix revienne dans le pays, particulièrement au nord. Le gouvernement n'est pas à son premier pas. Et depuis l'avènement des événements, la chaîne de solidarité qui s'est constituée autour de nous est un motif vraiment d'assurance. Nous souhaitons seulement vivement que la paix revienne. Le don en question se compose de 9 tonnes de riz et de farine, 1 tonne de sucre, 1000 moustiquaires imprégnés, 2500 cahiers, 20 cartons de sérum glucosé et salé, entre autres. Le ministre a rendu une visite de courtoisie à la personne la plus âgée des déplacés qui habite au kilomètre 26 du quartier Klonikuru. Il s'agit de Djoumat Yatara, 80 ans, né en 1932 à Niafrenke. Il est garde à la retraite et est de l'Éré. Auparavant,
À Ségou, le ministre a procédé à la remise de 4 véhicules 4x4 aux chefs de service de développement et de l'économie solidaire des cercles de Sang, Baraouli, Massina et Nyounou. Coût total 51 500 000 francs CFA. Dans le cadre du projet d'appui au service à la santé des bases. Si nous recevons aujourd'hui, en tout cas, ces véhicules, la joie est d'autant plus grande que, en tout cas, les mots nous manquent. Mais cependant, les recevoir des mains du ministre et du gouverneur, vraiment, cela nous est allé droit au cœur. Ces 40 centres communautaires qui ont été mis en place par la coopération luxembourgeoise et la Direction nationale du service social sont les premiers échelons de la chaîne d'intervention sociale. Autre visite pour des membres du gouvernement et dans le cadre des visites de prise de contact avec les services relevant de son département, Dr Diallo Dedja Mahaman Katra, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, s'est rendu au siège de 4 structures: l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, la Direction des ressources humaines, la cellule d'appui à la décentralisation, déconcentration et la Direction nationale de l'emploi. Dans chaque service visité, Madame le ministre a eu à prendre contact avec ces différents départements pour s'enquérir des problèmes, et Madame le ministre entend apporter des solutions à mesure de porter. Autre visite, le ministre de l'Agriculture, Dr Yaranga Koulibaly, a visité le centre de recherche agronomique de Sotuba. Au cours de la visite, le ministre a insisté sur la situation que nous vivons et demandé au personnel, aux chercheurs de l'IR de redoubler d'efforts pour relever les défis du moment. C'est parti depuis hier pour la caravane de la sécurité routière. Pendant 10 jours, les caravaniers vont sillonner les villes de Ségou, San, Sévaré, Mopti et Nyono. L'objectif de cette caravane est de sensibiliser les populations sur le port du casque et sur le respect du code de la route. Et plus de 30 jeunes sont mobilisés pour la circonstance. Et je rappelle que la caravane s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière. Moussa Fani, compte rendu. Ces coups de sifflet donnent le départ de la caravane de sécurité routière à partir du ministère des Transports et des Infrastructures routières. Organisé par les PALIR, projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière, les caravaniers vont sensibiliser les populations des villages et villes traversées et procéderont à la distribution gratuite des casques. Le slogan de cette année, la Semaine nationale de sécurité routière, c'est la promotion du port de casque. Et c'est pourquoi, avec l'ANASER, nous avons voulu, tout au long de ce trajet, tout au long de cette caravane, essayer de procéder à des distributions gratuites de casques. Environ 200 casques ont été rendus possibles. Au nom du ministre de tutelle, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière a remis des gilets, des panneaux de signalisation et des sifflets aux différentes associations de sécurité routière. Il leur a aussi transmis les messages des autorités du pays relatifs au respect du code de la route. Nous allons donner l'ordre à la caravane d'aller sensibiliser dans les localités qui se trouvent sur ces taxes, non seulement sur les autres problèmes de sécurité routière, mais essentiellement sur le port du casque. C'est devenu un problème qu'il faut résoudre coûte que coûte, et à Bamako et à l'intérieur du pays. L'itinéraire choisi est Ségou, Sa, Mopti, Sévaré et Nyono. La Sotelma Malitel a remis cet après-midi à l'ORTM, Office de radio-télévision du Mali, un lot de matériel. La cérémonie a eu lieu à la direction générale de Sotelma Malitel, une cérémonie qui a réuni les responsables des deux parties, et cela en présence de notre reporter aussi, Isaac Tchenou. Ces matériels composés essentiellement d'outils informatiques, un don de Sotelma Malitel à l'ORTM. Pendant ce mois de la solidarité, Malitel vole au secours de son partenaire pour lui permettre de reconstituer une partie de son matériel perdu lors des événements de mars dernier. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, l'ère de l'information et de la culture. Celle des regards croisés que les jeunes de tous les pays doivent s'approprier pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et mieux affronter les défis de demain. En vous assurant de la détermination de la Sotelma à accompagner l'ORTM
dans l'accomplissement de ses missions. L'ORTM apprécie à sa juste valeur ce geste de Sotelman Malitel, opérateur historique de la téléphonie au Mali. La main qui donne n'est pas au-dessus de la main qui reçoit. Nous travaillons en frères, en solidaire, nous sommes complémentaires. Et au moment où nous vivons dans un village planétaire, je crois que nous ne pouvons nous passer des opérateurs téléphoniques. Et l'opérateur historique, qui est Malitel, nous l'a prouvé à plusieurs reprises en sponsorisant que nous le revoudrons. Matériel d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA permettra sans nul doute à l'ORTM d'être encore plus performante. Tout à fait, Isaac Chenou. Célébration jeudi à Caille de la Journée internationale de la prévention des catastrophes. C'était jeudi dernier. Le thème retenu cette année est les femmes et les filles, les forces vives de la résilience. Au cours de cette journée, les femmes ont été informées et sensibilisées sur la gestion des sinistres pendant l'hivernage 2012. Le rôle des femmes et jeunes filles dans la prévention et la gestion des catastrophes, entre autres. Compte rendu depuis Caille de Idrissa Angoulou Sissoko. Informer et sensibiliser les femmes et les jeunes filles sur l'historique de la stratégie internationale de prévention des catastrophes, la gestion des sinistres au cours de l'hivernage 2012, le rôle des femmes et jeunes filles dans la prévention, la gestion des catastrophes et les OMD, tel est l'objectif de cette journée, car les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables aux risques naturels. La réduction des risques ne minimise pas seulement les pertes humaines ou économiques, elle nous permet de mieux nous adapter au changement climatique et d'assurer la protection de nos villes, nos régions, nos États et nos nations contre les catastrophes. Le thème retenu pour cette journée, les femmes et les filles, les forces invisibles de la résilience, met en exergue la nécessité de protéger les femmes et les filles, dira le représentant du directeur général de la protection civile, le colonel Segui Koulibaly. À l'issue de cette journée, il sera mis en place à Caille un réseau des femmes en réduction des risques de catastrophes. Du monde à la grande prière de la grande mosquée de Bamako ce vendredi, et cette prière était présidée par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Il avait à ses côtés le ministre délégué auprès de l'administration territoriale et de la décentralisation, chargé de la décentralisation, le président de l'Assemblée nationale et l'archevêque de Bamako. Ce passage du ministre à la grande mosquée de Bamako marque le lancement de ces prises de contact avec les religieux de notre pays. Mamourou Sidibé, compte rendu. Cette première étape de la visite qui a concerné la grande mosquée de Bamako a permis au ministre des Affaires religieuses et du culte de prier et d'échanger avec les fidèles musulmans sur les questions brûlantes de l'heure. Dans son message de bienvenue, le représentant du directoire de la mosquée a exposé son point de vue par rapport aux problèmes du nord du Mali. Selon l'intervenant, on en a assez du mot négociation. Il est temps d'agir et de punir tous ceux qui ont commis des exactions dans le nord de notre pays. Le ministre, dans son intervention, a invité les religieux à cultiver l'amour du prochain. Après la grande mosquée, nous nous rendrons dans les jours à venir à la cathédrale de Bamako et dans l'église évangélique protestante pour célébrer la même cérémonie. Ces visites permettront de faire l'état des lieux afin d'identifier les principales actions à mener en matière de culte au Mali. Je vous réitère mon appel à prier toujours pour le Mali afin que Dieu le Tout-Puissant puisse aider notre pays à retrouver l'intégrité de son territoire, synonyme du retour de la paix dans les régions du Nord. Cette visite est le début d'une série de prises de contact avec les leaders religieux et les lieux de culte du Mali. On aura vu sur ces images la présence aussi du ministre de l'administration territoriale, le colonel Sinko Koulibaly, et des diplomates aussi ont assisté, ont pris part à cet événement à la grande mosquée de Bamako. Constater sur le terrain les occupations anarchiques dans la forêt classée de Tchemfala, c'est l'objet de la visite effectuée par le ministre de l'Environnement. À l'issue de cette visite, David Sagara et sa délégation ont pris bonne note des violations de l'arrêté qui crée la forêt classée et ont pris l'engagement de faire de ce dossier une priorité gouvernementale. Alousseinou Touré.
Nous sommes ici dans la forêt classée de Kianfala qui s'étend sur 3000 hectares. Elle est créée par un arrêté datant de 1939. Seulement, depuis quelque temps, cette forêt prend les allures d'une grande exploitation agricole. En cause, une occupation anarchique qui dépasse tout entendement. Le problème réel qui se pose à la date d'aujourd'hui, c'est un problème d'occupation de la forêt sous plusieurs formes. Il y a les occupations des agroforesteries, il y a les occupations des vergers, il y a des antennes d'orange, de la BCAO, il y a aussi des anciens projets comme le CIBEV et puis la Solima qui ont pratiquement délaissé la forêt, ils sont partis sans restaurer ce qu'ils ont détruit à l'intérieur. C'est un article de presse qui a alerté le département de l'environnement sur la détention de plusieurs titres fonciers par des particuliers sur cette aire forestière. Le plus emblématique est celui détenu par un certain Fadiga sur 30 hectares. Le détenteur a même défié le gouvernement en le poursuivant en justice. Pour les autorités, cette situation ne peut perdurer. En ce qui concerne les dispositions à prendre, il y a les aspects institutionnels, il y a aussi des aspects techniques. En ce qui concerne les aspects institutionnels, je pense qu'on doit garder mieux nos forêts, n'est-ce pas? On doit peut-être aller vers la création de ce que j'appelle le corps des gardes forestiers pour qu'on puisse permanemment être là, à patrouiller, bien sûr en concertation avec l'ensemble des acteurs. Ça nous permettra de bien suivre nos forêts, qui sont des équilibres écologiques de nos villes. En ce qui concerne les occupations illicites, je pense que dans les prochains jours, nous allons voir quelles sont les responsabilités, et situer ces responsabilités, et en concertation avec l'ensemble des acteurs, de prendre des décisions qui s'imposent pour qu'on attaque la forêt de telle manière. Les jours à venir, nous édifierons sur l'issue de cette affaire qui met en cause l'autorité de l'État. Le programme africain relatif au stock de pesticides obsolètes, Mali tient depuis ce matin la session extraordinaire de son comité de pilotage. Fademba Keita sur cette session extraordinaire. Le projet souffre de perturbations dans la mise en œuvre de son projet, surtout par la suspension des programmes avec certains partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale. Une banque dont la durée du programme arrive à expiration le 31 décembre 2012. Les stocks de pesticides que nous avons sécurisés, certaines datent de plus de 40 ans. C'est pour vous dire que depuis le temps de l'éclatement, nous avons ces stocks qui posent d'énormes risques pour la santé et pour l'environnement. Aujourd'hui, il est temps de les éliminer, il est temps de les éliminer. Classé par la Banque mondiale en catégorie A de risque, le programme sollicite le concours des autorités afin de poursuivre l'élimination de ces produits contaminants. Vous devez faire des propositions concrètes afin que désormais les détenteurs de pesticides obsolètes et déchets apparentés soient entièrement responsabilisés pour l'élimination de leurs propres déchets. Une communication efficace axée sur la prévention soit développée. Encourager la lutte intégrée utilisant peu de pesticides chimiques au profit des pesticides biologiques. Le programme africain relatif au stock de pesticides obsolètes PASP Mali, dans la réalisation de son projet, s'est fixé plusieurs ambitions, à savoir débarrasser le pays des stocks de pesticides obsolètes et des déchets contaminés. Décontaminer les sites présentant des grands risques afin de préserver la santé et l'environnement des populations. Une haute distinction pour le directeur général sortant d'Orange Mali. L'annonce a été faite par le ministre de la Culture s'exprimant au nom de son collègue de la Poste et des Nouvelles Technologies. C'était hier au cours d'une réception organisée à l'occasion du départ de Alioune Ndiaye pour le Sénégal, où il va occuper un poste de responsabilité. Celui qui le remplace est déjà à Bamako, et une réception riche en couleurs des artistes était de la fête, ce que nous rapporte Moïse Traoré. Le nouveau directeur général d'Orange Mali est l'ingénieur de télécommunications Jean-Luc Boé. Il vient de diriger Orange Madagascar pendant 5 ans. Le cadre français y a révolutionné la transaction Orange Monnaie, si l'on en croit celui qu'il remplace. Je voudrais remercier les autorités du Mali
pour l'adoption d'un plan de développement stratégique des télécoms qui a abouti en 2002 à l'octroi d'une licence globale de télécommunications à Icatel. En 10 ans, les réformes engagées par le gouvernement ont permis de réaliser des avancées sans précédent dans le domaine des télécommunications. Les partenaires et le personnel d'Orange Mali ne tarissent point d'éloge à l'endroit du partant. Icatel, devenu Orange Mali le 30 novembre 2006, compte aujourd'hui 7 millions d'abonnés et couvre 12 500 localités. L'effectif est de 500 jeunes maliens dans une moyenne d'âge de 32 ans. Rares sont les secteurs où la société n'a pas investi. Je voudrais également dire qu'Orange Mali a été une entreprise qui a fait le bonheur des Maliens. Ils ont permis de désenclaver le pays jusque dans les confins les plus reculés. Mais je voudrais aussi insister sur la fonction sociale qu'Orange a jouée. Elle a bien rempli. Les emplois indirects qu'elle a générés sont évalués à 35 000 sur l'ensemble du réseau de téléphonie mobile. Alaka B. Sabati Malira. Alaka Mali Kissi, que Dieu nous garde. Le ministre a annoncé une haute distinction pour le nouveau directeur général de la Sonatel. Le gouvernement la remettra prochainement à Alioune Ndiaye. Et oui, on aura remarqué que Alioune Ndiaye se sera bien intégré chez nous au Mali. Sport, football, c'est demain samedi à 13h, très exactement heure de Bamako, que les Aigles joueront à Gaborone. Gaborone, c'est au Botswana, le match retour du dernier tour des éliminatoires de la CAN Afrique du Sud 2013. Vainqueur 3-0 à l'aller, les nôtres s'attelleront à revenir de ce déplacement avec la qualification en poche. Les détails avec Amara Diallo. Sauf cataclysme, les Aigles du Mali reviendront du déplacement botswanais avec en poche le ticket de la phase finale Afrique du Sud 2013. Autrement, ce serait plus qu'une contre-performance. Forte d'une avance de 3 buts marqués ici à l'aller, l'équipe nationale se produira à Gaborone, certes remaniée, mais logiquement favorite face aux Zèbres. Après les forfaits de Seydou Keita, Adama Tamboura, Mahamadou Djaradjila, Moustapha Yatabare et Mohamed Lamine Sissoko, toujours aux abonnés absents, les Aigles feront ce samedi avec les renforts de 2 nouveaux locaux, Idrissa Namalaïko Traoré et Idrissa Traoré Essien du Djoliba AC. Même si sur les 2 dernières rencontres contre le Botswana, notre pays a pris le dessus à la dernière CAN et lors du match aller de ses éliminatoires, il ne faudra surtout pas oublier que les Zèbres ont été les premiers à se qualifier pour la phase finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, invaincus à domicile. Alors la solidarité dans le groupe des Aigles et un bon dosage d'anciens et de nouveaux permettront c'est sûr à l'équipe nationale de revenir avec la qualification en poche, mais surtout avec un bon résultat digne de la 3e place africaine qu'elle occupe. Voilà, demain samedi Mali-Botswana, match que vous pourrez suivre en direct sur cette même antenne en raison de la retransmission donc en direct du match Mali-Botswana. Le journal de 13h de demain sera avancé d'1 heure. Il vous sera présenté à 12h et ça sera une présentation de Amara Malé Diallo et juste après vous pourrez suivre votre feuilleton El Diablo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. J'ai oublié de vous dire que je serai heureuse aussi d'être là sur ce même plateau à 20h pour d'autres informations. Et d'ici là, nos pensées vont à nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas et cela jusqu'à la libération complète du pays. Merci, excellente journée.